Je suis parti en sociologie pour devenir éducateur. Et en licence, en 86, j'ai décidé de devenir sociologue. Et qu'est-ce qui m'a décidé? Enfin, je veux dire, c'est rétrospectivement, je me dis que c'est en 86 que, au moment du mouvement étudiant, où j'avais quelques activités, que j'ai décidé de faire de la sociologie. Et je crois que c'est si je dis qu'il y a ce mouvement étudiant, parce que qui est important dans ma trajectoire, c'est que j'y ai trouvé dans ce mouvement étudiant le sens de mes études. C'est ce que je dis maintenant. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie d'étudiant, enfin à l'époque? C'est ce mouvement étudiant m'a fait découvrir l'appartenance à un collectif d'étudiants. C'était une association de filière qui s'appelait Sociophiles. Je dis ça pour l'histoire. C'était surtout l'ouverture d'un espace public de discussion, de questionnement sur nos identités en devenir. On discutait beaucoup de savoir justement qu'est-ce qu'on allait faire avec la sociologie. On ne savait absolument pas. Et ça a été de se poser ces questions-là, pas seulement à l'université, mais à l'extérieur de l'université. Donc c'était pour moi un apprentissage, je le dis maintenant, un apprentissage politique. Parce qu'en 86, c'était un changement assez important dans l'ordre de la représentation politique. On s'est mis à articuler le local et le global, c'est-à-dire toute une série de discussions sur les associations de filières versus les syndicats étudiants, mais avec, on regardait ce qui se passait localement, mais avec une prétention à penser le global. On a beaucoup réfléchi à la désignation des porte-paroles et de la définition de nos mandats. On avait des mandats très situés. On a beaucoup réfléchi à la légitimité politique de nos arguments en sociologie et la question de la démocratisation de nos savoirs. Donc cette expérience, je dis qu'elle est maintenant fondamentale, c'est parce que je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais démocrate en gros, ou parce que j'essayais en tant qu'étudiant citoyen de repenser la démocratie, que j'ai eu envie de faire de la sociologie, et non pas l'inverse. Et pour moi, pour dire les choses un peu autrement, mais c'est vraiment fondateur, je me suis rendu compte que j'avais des passions citoyennes pour la dénonciation des inégalités sociales, et que c'est ces passions citoyennes qui m'ont emmené vers la sociologie, et pas l'inverse. Hein. C'est-à-dire que je ne me suis pas mis à dénoncer les inégalités sociales parce que j'aurais fait de la science, ou j'aurais compris grâce à la sociologie un certain nombre de choses. Donc, si je démarre par cette expérience du mouvement étudiant, c'est parce que j'ai toujours, enfin, depuis ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de l'interférence constante entre les problèmes de société et les problèmes sociologiques. Elle pouvait pas. Je reprends le truc, c'est-à-dire que c'est ça, je le reconstruis vraiment rétrospectivement aujourd'hui en me posant la question qu'est-ce qui m'a fait rentrer en sociologie et ce qui m'a fait rentrer en sociologie, du moins avoir envie de continuer à ce moment-là. Je crois que je date ça à ce moment-là et dans cette expérience de l'interférence entre les problèmes de la vie sociale et politique et les problèmes sociologiques. Donc surtout, je commençais à repérer finalement assez tôt à quel point la sociologie ne pouvait pas construire ses objets ou indépendamment de nos attachements comme apprenti sociologue à l'époque au monde que j'habitais et que je pouvais analyser. Et je me souviens par exemple, j'ai un souvenir très fort de ma découverte de Goffman et de l'usage que je faisais de Goffman dans le métro. Donc et je voyais bien que je ne pouvais comprendre Goffman que si j'étais dans le métro comme usager du métro habituel et je voyais toujours, enfin je comprenais aussi que la sociologie, ce que ça m'intéressait, c'était de m'équiper pour peut-être mieux faire de la politique. Mais c'est donc quelque chose comme l'idée aussi que la sociologie pouvait être une forme de politique, une manière de construire du vivre ensemble. Cette conviction, je le dis maintenant, je pense qu'elle a commencé à balbutier voilà, au moment de la licence. Mais en fait, c'est en DEA que les choses se sont accélérées. Parce qu'en DEA, donc Bac plus 5, hein, Master 2 de recherche, j'avais fait une maîtrise sur
Sur l'école, j'en parlerai peut-être plus tard, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, cette maîtrise, elle n'était pas bonne. Mais donc c'est en DEA que l'aventure a démarré, parce qu'il y avait un séminaire en DEA, un séminaire du CRESAL, donc le laboratoire de Saint-Étienne, qui était dirigé à l'époque par Philippe Fritsch. Alors pour la petite histoire, mais c'est important pour le reste, vous allez comprendre, le CRESAL était un laboratoire qui venait juste d'être intégré au CNRS. C'était un laboratoire associatif, implanté à Saint-Étienne. Je pourrais en faire l'histoire, mais ça serait très long. En gros, un laboratoire né dans la mouvance d'Habitat Humanisme et dans la mouvance d'Henri Desroches, de l'ingénierie sociale, etc., du père Lebray. Enfin, je ne vais pas faire toute la généalogie, mais c'est un laboratoire de sociologie qui avait pour mission de mesurer les problèmes économiques, industriels et sociaux de la ville de Saint-Étienne, qui était une ville qui commençait à avoir un bassin d'emploi un peu sinistré. C'était une ville minière. Et l'idée, c'était donc de faire une sociologie, mais économique et urbaine et sociale, pour aider les décideurs, en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui, à mieux orienter leur aide politique. Et ce laboratoire, proposition, comme tous les labos de l'époque, d'être intégré au CNRS, mais pour être intégré au CNRS, il fallait que ces laboratoires soient dirigés par des universitaires. Et donc, les gens du CRESAL vont faire appel à Philippe Fritsch, qui venait juste d'être nommé professeur des universités et qui avait fait sa thèse sur l'idéologie de la formation permanente. C'était ça son domaine. Et donc, en intégrant le CRESAL, il va impulser, mais avec du CRESAL, une réflexion sur l'épistémologie de la sociologie appliquée, puisque CRESAL, ça veut dire Centre de recherche et d'études sociologiques appliquées de la Loire. Donc voilà, moi j'avais fait deuxième, troisième, quatrième année, donc ouais, des travaux sur l'école, puisque j'étais pion à ce moment-là, mais j'étais pion dans un lycée un petit peu innovant, où il fallait que je mette en place l'autogestion d'un internat. Donc je voulais être éducateur, hein, je le redis. Et du coup, j'avais bossé sur l'échec scolaire et sur des choses comme ça. Et là, il y avait un séminaire donc, du CRESAL, c'était à la rentrée 88-89, intitulé « La formation des problèmes sociaux ». Donc, vraiment, c'est sur le catalogue. Hein, sur le catalogue, j'ai vu ça m'a plu. Je suis en plus allé un jour à Saint-Étienne, quand j'ai su qu'ils étaient à Saint-Étienne, ça m'a encore plus plu puisque j'étais né à Saint-Étienne. Je travaillais à l'époque à Saint-Étienne et je faisais tous les jours Saint-Étienne-Lyon. Et donc, je me suis dit, ben voilà, c'est super. Eux ont compris que les questions de société, les questions politiques, on peut s'y intéresser comme sociologue. La formation des problèmes sociaux, j'avais trouvé ça vraiment très bien. Et puis à ce moment-là, toujours la même année, pour un autre prof de Lyon 2 avec qui je m'entendais bien, mais qui était à l'époque le directeur du GRPS, qui est devenu le GRS par la suite. GRPS, ça voulait dire Groupe de recherche sur le procès de socialisation. Guy Vincent, il m'embauche, il délègue une recherche, une vaste enquête sur la scolarisation des enfants d'une commune du sud lyonnais. Une vaste enquête commandée par le maire pour réfléchir. Il y avait d'énormes problèmes de dérogation à la carte scolaire. Et le maire voulait une enquête par questionnaire pour savoir les stratégies éducatives de tous les habitants de cette ville. Et donc j'ai coordonné cette énorme recherche. Moi ça m'a appris plein de choses parce que j'ai embauché une 60aine d'étudiants, je crois, pour mener des questionnaires. Et ensuite pour les traiter, j'ai traité ça avec un informaticien, donc de la sociologie quantitative très formelle, et c'était intéressant parce qu'on a pu voir comment il y avait des gens qui essayaient de ruser et de gruger la carte scolaire pour scolariser leurs enfants en centre-ville, alors que leurs enfants auraient dû être scolarisés un petit peu dans la banlieue, disons, de cette ville, et ils avaient peur que leurs gamins soient mélangés avec des enfants pas blancs, quoi. Donc,
Je ne sais pas s'il faudrait, il faudrait me filmer en train de dire des choses pareilles. Enfin voilà, donc j'avais en même temps, d'un point de vue pratique, une enquête sociologique sur des problèmes sociaux. Et je voyais bien que c'est ça, ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à avoir une lecture un peu distanciée de cette enquête. Et je voyais bien que la sociologie, elle servait le maire. Le maire, il était de centre droit, mais c'était un centre droit intelligent, on va dire ça, qui voulait relaïciser l'usage de la carte scolaire ou rendre l'usage de la carte scolaire républicain, donc le réguler d'une certaine façon. Et j'étais un allié objectif sur le plan politique du maire, mais je voyais bien que cette alliance objective, elle passait par le savoir universitaire. Et je me souviens très très bien de discuter dans le jardin de Guy Vincent, qui habitait pas loin de cette ville, et il me disait on va quand même aider le maire à faire en sorte que les commerçants du centre-ville, blancs et tout, racistes et tout, se débrouillent quand même pour qu'ils soient confrontés à leur racisme et pas que l'école publique leur permette d'éviter ça. Enfin, voilà. Alors j'avais une idée en DEA qui va s'avérer complètement que ça ne va pas du tout aller. Je voulais observer les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Donc ça arrivait, on est en 89, 88-89, les zones d'éducation prioritaire ont 5 ans, 7 ans. Ça commence à être un problème d'action. Et comme l'échec scolaire m'intéressait, les zones d'éducation prioritaire étant par définition des zones consacrées à ça, je m'embarque avec l'idée de vouloir faire une analyse de ces zones d'éducation prioritaire. Donc c'était vraiment l'idée que j'avais de terrain. J'ai dû y passer en très peu de temps parce que je me suis vite rendu compte que je ne comprenais pas comment le problème social de l'échec scolaire, c'était trop compliqué. Il y avait trop d'acteurs, je n'y comprenais rien et j'ai eu peur vraiment pendant ce DEA de m'embarquer dans un terrain aussi difficile et aussi, je me souviens encore du mot de brouillard, j'avais utilisé le mot de brouillard. Et sur le conseil, je pense, de Philippe Fritsch, j'ai en fait essayé de déconstruire pendant une année, mais ça va s'avérer un truc qui va durer 6 ans, de déconstruire la notion même d'échec scolaire et d'en faire une histoire. Et je suis parti là-dessus, mais je dois dire que le mouvement étudiant m'ayant permis de me présenter au conseil d'administration du conseil de fac de la toute jeune faculté d'anthropologie de sociologie qui est née à l'issue du mouvement étudiant, je dois dire, je pense que cette connaissance institutionnelle m'a permis de savoir qu'existait un statut tout neuf à l'époque d'allocataire moniteur, et donc je me suis présenté et j'ai bénéficié de ce statut. Et ce statut qui m'a donc permis d'avoir une allocation de thèse tout en commençant à enseigner à un tiers de temps, m'a permis, je crois, d'avoir la sécurité pour faire un projet de thèse de ce type-là. C'est-à-dire que aller chercher dans des archives, de faire un truc de longue haleine sur l'historique de ce problème social qu'est l'échec scolaire, ça m'a... Je pense que si j'avais pas eu le statut, qui est donc toujours lié à mon expérience, on va dire politique, c'est-à-dire que mon statut d'étudiant citoyen m'a permis aussi d'avoir un poste en sociologie. Donc en permanence, l'interférence, elle est aussi sur le plan biographique, on la retrouve. Alors voilà, donc j'ai fait une thèse qui a duré, la thèse en elle-même, 4 ans, plus je dis l'année de DEA 5. Donc c'était une thèse, elle avait un titre horrible, à rallonge, c'était du genre, je ne me souviens même plus du début de la thèse, mais c'était sur les pratiques de problématisation engagées dans la lutte contre l'échec scolaire. Ah oui, c'est ça, il y avait un espèce de jeu de mots à la Bourdieu, du genre
sens à donner au monde social, pratique du sens à donner au monde social. C'était un truc vraiment à rallonge. Quand je l'ai publié bien plus tard, parce qu'il m'a fallu du temps pour nettoyer cette thèse qui était quand même très très jargonnante, je l'ai publié quelques années plus tard sous le titre L'échec scolaire, histoire d'un problème public. C'est plus clair. Mais alors dans cette thèse, je vais pas raconter tout parce que ce serait très long, mais j'ai noté, là, je regarde mes affaires, j'ai noté 4 choses qui rétrospectivement, je crois, ont été travaillées dans cette thèse. La première chose, c'est que j'ai analysé donc l'échec scolaire comme l'histoire de la rencontre entre des psychologues, des sociologues, des hommes politiques, des pédagogues et accessoirement des parents d'élèves. Et donc cette thèse m'a permis d'analyser historiquement les rapports entre la sociologie de l'éducation et la psychopédagogie, parce que donc chaque fois, ça m'a permis d'analyser les rapports entre la technique psychopédagogique et la critique sociologique, et ça m'a permis de penser le pragmatisme de la psychopédagogie et l'idéal critique de la sociologie de l'éducation. Donc, et ça sur une longue période, puisque je fais démarrer ma thèse au moment, enfin dans les années 1880, au moment où il y a un espace public de construction, enfin un espace public sur les problèmes scolaires qui s'ouvre en France, non pas seulement avec la loi sur l'obligation scolaire 1880-1882, mais avec la création du musée pédagogique, qui est un espace public où pour les instituteurs, avec exposition de méthodes, séminaires, enfin on dirait conférences, Ferdinand Buisson étant celui qui laissera sa chaire de sciences de l'éducation à Durkheim, et c'est celui qui en même temps installera Alfred Binet, celui qui invente la psychopédagogie à la Sorbonne dans un petit laboratoire, et c'est donc un archi-acteur pour moi, et c'est l'éminence grise de Jules Ferry qui traduit toute la politique républicaine de l'école. Et bien sûr, politique républicaine, pour une grande part, pensée, on y reviendra plus tard, pensée par Durkheim. Pensée et agie par Durkheim. Alors, donc, histoire de la sociologie, en prise avec la psychologie, la psychopédagogie et la politique. Et sur technique politique et critique politique. Et échec scolaire se conjugue aussi bien au singulier pour parler de l'échec de l'élève et donc éventuellement de l'échec de la pédagogie. Donc pour ça, psychopédagogie. Et échec scolaire peut se conjuguer au pluriel pour parler de l'échec de l'école. Alors ce qui est marrant, c'est que grammaticalement, quand il est conjugué au singulier, il parle de l'école, échec scolaire. Quand il est conjugué, on dit les échecs scolaires, on parle des échecs des enfants, donc des échecs aussi des méthodes. Voilà le premier point. Le second point, rétrospectivement, que j'ai travaillé dans cette... et là j'en parle encore beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai travaillé, mais là d'une manière assez bourdieusienne, sur les caractéristiques des gens qui se mobilisaient contre l'échec scolaire. Et j'ai petit à petit eu cette conviction, enfin j'ai construit cette conviction par l'analyse, qu'il y avait une acuité particulière des républicains de gauche qui sont dans cette histoire. Ce sont tous des républicains de gauche, mais enfin tous les républicains de gauche ne s'intéressaient pas à l'échec scolaire. Pourquoi ceux-là et pas d'autres? Et en analysant les trajectoires de gens aussi différents que Binet, Buisson, Durkheim, puis plus tard Bourdieu ou d'autres, je parlerai plus tout à l'heure peut-être des femmes du Crésas. Il est chaque fois question de personnes qui sont engagées scientifiquement, qui ont une acuité scientifique qui est liée aussi à des trajectoires d'exception, et ces trajectoires sociales, je dis d'exception, sont toutes alimentées par une expérience douloureuse de la vie sociale et par des, si à l'époque j'avais lu Honnête, mais il n'avait pas encore écrit ça, des dénis de reconnaissance. Mais ce sont des gens qui ont tous connu le mépris social ou un certain nombre comme ça de... à l'époque, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais j'avais parlé de la figure du bourgeois opprimé que j'avais reprise à Paul Nizan,
pour parler de ça. Et finalement, je pourrais aujourd'hui, enfin, après j'ai repris ce travail des bourgeois opprimés en retravaillant la figure bourdieusienne du dominant-dominé, qui est pour moi la figure même de l'engagement intellectuel. Éventuellement, si ça vous intéresse, je reviendrai là-dessus. Troisième point dans cette thèse qui a été vraiment importante, c'est l'agencement de l'hétérogène. Je veux dire, en faisant cette thèse, je me suis rendu compte j'ai travaillé sur les articulations entre le politique, le sociologique, le psychologique, le pédagogique, et comment ça s'agence. Et je me suis rendu compte que l'espace public de construction des problèmes qui concernent tout le monde sont nécessairement des espaces d'agencement de l'hétérogène. Ça, c'est resté ancré chez moi, enfin, ancré chez moi comme une espèce aussi de marque, de méthode, où maintenant je ne peux envisager, je crois, la construction du public et des problèmes publics qu'à partir de cet agencement de l'hétérogène. C'est pour ça qu'après je me suis autant intéressé au dispositif, qui me semble être l'art d'accommoder les restes, et des restes justement hétérogènes. Dernier point, un point de méthode, enfin de posture, les idéotypes weberiens. Donc ça, c'est sans conteste Philippe Fritsch, c'est surtout ça qui m'a appris dans cette thèse en la dirigeant. C'est d'avoir toujours une pensée un peu idéale, typique du monde. Ça permet de construire des idéotypes qui permettent de penser, alors moi c'est des idéotypes, à l'époque on pourrait dire évolutionnistes. Je repère des périodes, je construis des modèles idéaux typiques de ces périodes, et sachant que la réalité des pratiques, de la vie sociale et politique se joue entre ces balises, mais ça permet de synthétiser la connaissance, ça permet de la transmettre avec, je trouve, plus de facilité, à condition qu'on accepte bien, ce qui n'est pas toujours facile, d'enlever le... Ça me fait toujours penser, enfin, l'idéal type, c'est un échafaudage pour construire la connaissance. Et une fois qu'on a fabriqué la connaissance, le bâtiment, on enlève les échafaudages. Sinon, on est dans l'architecture postmoderne, c'est pas vraiment mon truc. Donc, je soutiens ma thèse en 93. Je l'ai démarrée en 89. Ouais, c'est ça. Je deviens maître de conf 2 ans plus tard, donc j'ai beaucoup de chance, on va dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. J'ai bénéficié aussi d'un poste d'ATER la dernière année ou l'avant-dernière année de ma thèse et l'année après ma thèse, je crois. Donc j'ai bénéficié en plus d'une allocation de recherche de 2 années comme ça. Donc, voilà. Mais entre ma thèse et le moment où je suis maître de conf, il y a une année, voire 2 années, je pense peut-être 2 années même, où je dois vivre, enfin je souhaite vivre de ce travail, et puis je veux devenir maître de conf, c'est mon objectif. Je suis à ce moment-là chargé de cours à Lyon, je suis chargé de cours aussi à Chambéry, et au Cresal, je fais un gros boulot, je réponds à une grosse enquête pour l'équivalent de l'ANPE, je cherche l'APEC, donc l'équivalent de l'ANPE des cadres. On est en 94, il y a énormément de cadres qui sont mis à la pré-retraite, et l'APEC cherche un endroit, un bassin d'emploi, enfin essaye de repérer des bassins d'emploi pour ces personnes-là, et pense que dans le travail social, il y a peut-être une possibilité. Donc la commande, c'est de construire une connaissance des métiers du social, avec cette idée derrière, c'est des métiers de l'humain qui pourraient plaire à des professionnels expérimentés de l'entreprise, du commerce, de l'industrie. Donc on me demande de cartographier l'ensemble des professions sociales. Je fais une réponse en proposant de cartographier, de photographier à l'échelle départementale l'ensemble des professions sociales. Et en fait, là, je ne voulais absolument pas faire cette sociologie du travail social, ça ne m'intéressait pas, c'était au départ un gagne-pain, enfin tout bêtement. Mais je fais de la sociologie donc complètement appliquée,
là, je rencontre Jacques Yon, que je connaissais finalement très mal, qui n'avait pas lu mon travail de thèse, on ne se connaissait pas. Et c'est Jacques qui va m'aider à me dépatouiller avec cette recherche. Et j'apprends à ce moment-là que Jacques a écrit plein de travaux sur les travailleurs sociaux et que c'est un des axes scientifiques portés par le CRESAL. Donc je m'intéresse petit à petit aux travailleurs sociaux, et lui, tout content, je pense, de trouver quelqu'un qui s'y intéresse aussi, et sympa comme il est, enfin il me prend un peu sous son aile, si j'ose dire. Enfin, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Et petit à petit, je vais m'intéresser aux transformations du travail social, mais du côté des transformations de la relation d'aide. Ça va être un nouvel objet qui va prendre corps, c'est-à-dire ce nouvel objet, c'est la question des pratiques sociaux, de la transformation des pratiques socio-éducatives, qui sont dans une première époque, on va dire l'époque de l'âge d'or du travail social, qui sont pensées comme étant l'idéal politique de réparation des gens qui ne méritent pas les situations de difficulté dans lesquelles ils se trouvent. Et ces pratiques socio-éducatives, elles sont fondées sur un programme institutionnel. Donc je m'intéresse à la transformation de ces pratiques vers des nouvelles pratiques que maintenant j'appelle les pratiques d'accompagnement, et qui sont définies par la rencontre en situation avec des personnes en difficulté, dans une éthique qui n'est plus une éthique ou qui n'est plus un programme institutionnel fondé sur un idéal républicain de réparation, mais des pratiques qui sont fondées en situation et sur une éthique, si on peut appeler ça une éthique, de la responsabilisation de chacun, c'est-à-dire que dans un contexte où les personnes sont à la limite responsables des problèmes sociaux qu'ils connaissent. On comprend quelque chose d'important, et là c'est grâce au CRESAL, enfin, et principalement alors avec Jacques Yon d'un côté, avec André Micou aussi, parce que en même temps que je fais cette recherche sur les travailleurs sociaux, je fais une recherche avec André Micou, puis avec Philippe Fritsch, sur l'écologie. L'idée étant de faire un truc, alors avec, ça me fait rire maintenant, je fais un travail sur l'émergence des pièges avec des pièges à loups, des pièges à... Huguette Bouchardot est ministre de l'Environnement, et il y a tout un énorme truc sur le fait que les pièges qui doivent piéger des loups, des renards, sont susceptibles aussi de piéger d'autres gibiers. Et il faut mettre des mâchoires en caoutchouc pour ne pas abîmer au nom de l'environnement, etc., de la protection animale. Donc il y a une recherche sur l'émergence de cette problématique de la protection animale. Donc je vais lire des programmes de Télé 7 jours pour regarder comment la SPA et 50 millions d'amis problématisent la protection des animaux. Je vais faire tout un travail de recherche bibliographique où je vais lire un article formidable de Maurice Agulon sur la naissance de la SPA à Paris dans les années 1880. Donc je m'intéresse à la protection animale, toujours à l'information des problèmes sociaux. Hein. Et puis avec Philippe Fritsch sur la naissance des centres de sauvegarde de la faune sauvage qui émergent un peu partout en France. Et puis on fait aussi un travail avec Philippe Fritsch et d'autres sur la formation bancaire et les problèmes de formation bancaire. Donc je fais de la sociologie appliquée. Et ce que j'apprends, c'est cette question de l'immanence, comme disait André Micou, comme il dit toujours, l'immanence du moment théorique et du moment pratique, c'est-à-dire, là encore, question de l'interférence. Le fait que la sociologie, elle construit ses concepts, non pas à distance du monde, mais elle construit vraiment ses concepts, ses méthodes, ses postures de recherche, parce qu'elle est embarquée dans un monde qui a certaines caractéristiques. Comme dirait Jacques Yon aujourd'hui, la sociologie est biodégradable, et au sens où c'est pas un hasard si Goffman a du succès, a plus de succès aujourd'hui qu'il y a 30 ans,
parce qu'on est dans une société où la sociabilité est davantage resserrée dans des petites situations et d'interaction que dans des grands groupes sociaux. Donc, c'est pas un hasard que l'on s'intéresse à Foucault qui travaille sur le dispositif au moment même où dans la grammaire administrative publique, politico-administrative, eh bien, on parle aussi de dispositifs chaque fois qu'on fait des projets, de nouveaux programmes d'action qui viennent secourir les institutions en défaut. Enfin, là-dessus, donc, je suis jeune maître de conf. Je découvre que le métier est difficile. Je me rends compte que c'est très très difficile d'être prof de fac. Et j'ai une période assez où rétrospectivement elle n'est pas très heureuse. Je suis pas très bien. Je bricole des trucs sur le travail social. Je bricole des trucs sur ma thèse. Je la publie, mais ma thèse n'a aucun succès. Parce qu'elle aurait pu avoir du succès si j'allais dans tous les colloques de sociologie de l'éducation, mais je ne voulais pas. Je voulais pas aller dans ce... ça ne m'intéressait pas. Je pourrais dire pourquoi plus tard. Et là, Jacques Yon, qui ouvre un nouvel objet sur le militantisme, sur le passage d'un engagement militant à un engagement affranchi, distancié, me propose de travailler avec lui sur une recherche, et là je saute sur l'occasion et je retrouve de l'énergie à faire de la sociologie à ce moment-là. Et je vais faire deux types d'enquêtes sur l'engagement. L'engagement bénévole dans l'action caritative et associative, et puis l'engagement intellectuel, c'est-à-dire que je reprends des travaux de ma thèse, mais je les reprends et je les articule avec ce qui se passe enfin ce que je lis de ce qui s'était passé pendant le mouvement de 95, donc le mouvement de 86, que j'ai analysé un peu, mais comme participant. Le mouvement de 95 que j'analyse alors que j'y participe pas vraiment, mais il y a des sociologues qui s'engagent dans ce mouvement, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et donc j'en tire trois choses, et après je vais vraiment me mettre je vais diriger ma première recherche suite à ça. J'en tire trois choses. Un, que l'engagement public, c'est une question de réalisation de soi. Donc je ramène la question de l'individu sur la question de l'action publique. Donc on fait un petit article avec Roland Raymond, qui est maintenant maître de conf à Chambéry, sur les bénévoles des Restos du Cœur, où on montre que les gens s'engagent pour eux-mêmes, en fait. Je vais découvrir à ce moment-là, enfin je vais redécouvrir des choses que je vous ai dites tout à l'heure sur les expériences douloureuses de la vie sociale qui mènent à la mobilisation contre les problèmes sociaux. Et là, je vais surtout arriver à comprendre comment en fait c'est parce que des gens sont seuls et désaffiliés qu'ils s'engagent. Donc là, il y a l'époque, je présente un projet qui n'a pas été retenu mais qui avait été remarqué, sur l'engagement de certains travailleurs sociaux auprès des populations les plus précaires, comme étant des gens déjà aussi qui avaient une forme de désaffiliation. Donc j'avais parlé d'une analogie entre la désaffiliation des intervenants et la désaffiliation des publics. J'y allais un peu fort, j'avais une hypothèse sur la solidarité des ébranlés. Je pense que c'était un peu trop, c'était un peu trop puissant. Et puis là, j'apprends à cette époque-là, et j'apprends, il faut que je le cite, c'est important parce qu'on était en séminaire avec, on avait un séminaire de maîtrise avec Philippe Fritsch et Michel Perroni, et Michel Perroni me fait découvrir des lectures, notamment de l'ethnométhodologie, et parmi ces lectures, il y a une lecture qui va transformer ma façon de voir, qui est un petit article de Luc Boltanski qui s'appelle « De la sociologie critique à la sociologie de la critique ».
et qui est un petit article qui va après être repris dans L'amour et la justice comme compétence, mais il forme vraiment, ce petit article, il dit extrêmement bien déjà comment Boltanski se sépare de Pierre Bourdieu, dont il a été longtemps un compagnon quand même, puisqu'il travaille avec lui sur l'émergence des cadres. Mais surtout, dans cet article, il montre comment, plutôt que d'avoir une posture critique d'entrée de jeu, il faut plutôt avoir une posture d'analyse de la critique des acteurs et d'essayer de comprendre à partir de là comment la critique se déploie, comment les acteurs se justifient, et à partir de ce travail d'analyse, on peut comprendre bien mieux finalement tout ce travail d'enquête ordinaire que mènent les gens sur le monde. Donc là, on a vraiment le cœur du raisonnement pragmatiste, notamment dans la filiation, je dirais, de John Dewey, qui est traduit à la même époque ou interprété à la même époque par Louis Quéré. Donc, au Cresal, enfin, on se met à penser à ces problématisations ordinaires, à ces problématiques de terrain. Michel Callon aussi nous aidera par la suite. Et j'insiste là-dessus parce que, à cette époque, ce changement un peu de posture, de passer d'une sociologie critique de la formation des problèmes sociaux à une sociologie des pratiques ordinaires de problématisation, c'est un truc, qui va permettre de prendre la relève de Philippe Fritsch qui part à la retraite, de bien nous entendre avec Michel Perrouni et Spiros Rongadakis, qui est aussi maître de Conf à Lyon 2. Et tous les trois, là, on fabrique de la première année jusqu'au DEA, on fabrique une filière d'étudiants. Et on pourrait dire que en la matière, c'est... ça m'énerve, il n'arrête pas de se... Bon. Mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que on va avoir une petite cohorte d'étudiants qui vont nous obliger à intensifier cet enseignement, et ça va être un peu la marque de fabrique du Cresal dans ces années-là, à Lyon 2. Et on a, enfin je crois que ça a été des années où ça a bien marché. Ça a bien marché, on a formé pas mal d'étudiants. Il y en a au moins pas loin d'une dizaine qui sont en fin de thèse aujourd'hui. Bref, ça a été un moment important dans mon histoire de chercheur. Suite à ça, je mène ma première recherche vraiment, où je dirige ma première recherche avec Pascal Pichon, Spiros Rongadakis, Christian Laval, sur le travail de l'engagement. C'est le titre que j'ai donné à ce mémoire de recherche, et où là, on travaille sur l'engagement d'intervenants sociaux qui ont pour particularité d'aller vers les gens plutôt que les gens viennent vers eux quand ils ont des difficultés. Donc l'aller vers est à l'époque, c'est en quelle année ça? J'ai oublié de le marquer sur mon petit vadémécum là. Bon, je sais plus. 80, c'est à la 2000, enfin 98-2000 à peu près cette recherche. Et on a 4 terrains, soit du travail social, soit de l'engagement bénévole. Et on va regarder comment les gens racontent leur engagement, et donc comment ils mettent en articulation certaines parties de leur biographie et les pratiques et les critiques qu'ils formulent à l'égard des institutions classiques, que ce soit les institutions caritatives s'agissant des Restos du Cœur par exemple, ou qu'il s'agisse des institutions classiques du travail social. Et là on fait une grosse enquête où on fait des entretiens très, très fins, et on reconstruit les récits d'engagement, ce qu'on va appeler des récits d'engagement, où on voit comment les gens reprennent leur histoire, reprennent l'histoire de leur pratique de bénévole, leur pratique d'intervenants sociaux, regardent comment ils sont confrontés au présent, et notamment dans la rencontre avec des gens en difficulté, et comment ils
ils revoient leur passé, ils branchent le rétroviseur. Et donc on se met à articuler dans cette recherche quelque chose qui depuis aussi est un acquis, enfin, c'est de toujours penser le monde social avec deux flèches du temps. Une flèche du temps qui est l'évolution historique, le temps qui passe, et donc l'évolution générale des pratiques. Là on passe des pratiques éducatives à des pratiques d'accompagnement. Et puis une autre flèche du temps, c'est qui correspond à la trajectoire d'apprentissage des acteurs qui sont embarqués dans ces évolutions historiques et qui, eux, n'arrêtent pas de regarder en arrière pour redéfinir au présent ce qu'ils vont faire pour demain. Donc il y a tout un travail qui commence à se faire et autour des régimes d'historicité et donc moi, ça me permet d'arriver à être à la fois, d'arriver à tenir l'historicisme qui était le mien dans ma thèse et le pragmatisme qui petit à petit devient aussi une posture, comment dire, une posture obligatoire en quelque sorte. Et voilà, donc j'arrive avec cette recherche à fédérer, ou à, pas fédérer, parce que justement c'est pas fédérable, mais à mettre en tension la posture pragmatiste et la posture historiciste. Et j'ai envie de dire que depuis, c'est quand j'ai compris que j'avais quelque chose à travailler autour de cette tension que je me suis embarqué dans ce projet difficile qui est une HDR, donc une habilitation à diriger des recherches, et avec l'idée de dépatouiller un peu de ça, d'éclaircir cette affaire. Alors, quand on fait une HDR, on revient à ses premiers amours. Et donc je suis revenu à ma thèse et je suis revenu à l'articulation de la sociologie et de la psychologie. Mais comme j'étais dans un présent où mes enquêtes étaient des enquêtes sur l'engagement d'intervenants sociaux, bénévoles ou professionnels, auprès de personnes en très grande difficulté, j'ai donc interrogé les relations entre sociologie et psychologie sur le champ de la précarité, non plus sur le champ de l'échec scolaire, mais sur le champ de la précarité. Et dans ce champ de la précarité, je deviens membre du conseil scientifique de l'ORSPER, l'Observatoire régional sur la souffrance psychique en lien avec l'exclusion. Et donc là, j'ai un terrain fabuleux, puisque Jean Furtos, qui est psychiatre, n'arrête pas de convoquer le Castel de la désaffiliation pour arriver à construire une clinique de la précarité. Et donc, je m'intéresse à ce moment-là à ce que je vais appeler la sociologie des dispositifs cliniques sur le front de la précarité. Donc j'ai écrit un article qui est important parce qu'il situe une rupture et du point de vue de la réception de mon travail, cet article a beaucoup compté, qui s'appelle « Vers une clinique du lien d'effet », où j'essaye de décrire une nouvelle psychologie dans le travail social, non pas la psychopédagogie de Binet que j'avais travaillé dans ma thèse, non pas, on pourrait dire, la psychologie rogerienne et assez critique des psychanalystes qui ont accompagné les travailleurs sociaux dans les années 70-80, mais une nouvelle psychologie centrée sur les conséquences psychiques de la rupture des liens sociaux. Donc j'ai ma typologie on va dire évolutionniste, bien que j'aime pas du tout ce terme, ou évolutive. Sur le champ du travail social et du travail socio-éducatif en général, il y a 3 psychologies comme ça qui s'enchaînent. Et je m'aperçois en travaillant un petit peu là-dessus que j'avais travaillé ça sur ma thèse, que la psychopédagogie était associée à la sociologie républicaine et durkheimienne, que la sociologie, la psychodynamique fondée sur la psychanalyse a quelque chose à voir avec la sociologie de Bourdieu, une sociologie constructiviste et critique. Et je me rends compte que la psychologie du lien des faits a à voir avec les sociologies de la déqualification, les sociologies de la désaffiliation, etc., etc.
Et là, j'ai pas mal travaillé sur ces choses-là, et ça m'a permis de penser le cadre pragmatique de l'action sociale, mais dans ses variations socio-historiques. Ça structure mon HDR, ça. Enfin, ce mélange, à la fois donc d'arriver à voir qu'il y a une transformation dans le cours historique du monde, une transformation des cadres de problématisation socio-psy, et du coup j'ai un cadre qui me permet de penser les différentes pratiques, les différents modes d'intervention. Voilà. Dernière chose que je voulais dire pour arriver aux objets qui sont les miens maintenant aujourd'hui. Depuis ces travaux sur la clinique, dernier objet en date, et qui, je m'en aperçois ici à Montréal, c'est sans doute l'objet qui, dans ma carrière, a le plus et aura le plus de succès, le travail que j'ai dirigé sur l'usure des travailleurs sociaux. Et donc sur la transformation, là encore, la transformation des problématiques ou de la manière de poser le problème de l'usure ou de l'épuisement professionnel. Donc en 2 mots, j'ai isolé, mais avec une équipe de recherche, on a isolé 2 types d'épuisement professionnel. Un épuisement qui est centré sur la relation difficile avec des usagers ou des clients inguérissables ou pénibles ou insupportables, et où du même coup on peut avoir ce que les psys appellent un contre-transfert négatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'inverse de la compassion, l'inverse de l'empathie pour la personne avec laquelle pourtant qu'on doit aider, et cette haine de l'autre devient tellement difficile à supporter qu'on perd la maîtrise de soi, et on perd la maîtrise en tant que sujet de sa pratique professionnelle. Et ça suppose donc, face à ces difficultés inhérentes au travail relationnel dans le social, il y a des dispositifs d'analyse de la pratique qui se mettent en place dans les années 50 en Angleterre, mais en France dans les années 60. Donc il y a une période vraiment de problématisation de l'usure à partir de l'épuisement dans la relation d'aide. Et aujourd'hui, il y a enfin je dis aujourd'hui, un nouvel idéal type, je fais toujours des idéotypes, on observe un nouvel idéal type de... Quoi, on ne l'observe pas, on le construit, d'idéal type de la plainte, plutôt, et qui caractérise des travailleurs sociaux qui ne disent pas que la difficulté vient des usagers, mais que la difficulté vient de la tension avec la hiérarchie. Et cette tension avec la hiérarchie est liée au fait que la hiérarchie ne reconnaît pas l'écart qu'il faut en permanence gérer entre le travail prescrit, l'ensemble des règles en plus contradictoires, des procédures très complexes, et donc le travail prescrit, le travail réel, tout ce qu'il faut bricoler, toutes les petites transgressions quotidiennes qu'il faut avoir pour arriver à faire correctement son boulot de travailleur social. Et donc dans une époque où le travail social est managé de façon à ce que le sujet du travailleur social est cadré comme étant quelqu'un qui a l'esprit d'initiative, responsable, qui peut faire des choses à titre personnel, et ça c'est une valeur du management, du néo-management, mais en même temps, de l'autre côté, avec toutes les procédures, etc., les pratiques sont standardisées. Donc il y a une injonction contradictoire qui est liée à la fois à cette injonction à avoir l'esprit d'initiative, de travailler en son nom personnel, mais en même temps on demande d'être autonome, mais avec une idée extrêmement standardisée de cette autonomie. Et ce fond d'injonction contradictoire rend la reconnaissance entre le prescrit et le réel extrêmement difficile, extrêmement problématique. Et lorsque les travailleurs sociaux n'arrivent pas à reprendre et à
reprendre et à métaboliser, à digérer cette plainte, ils arrivent vers l'épuisement. Et le problème, c'est que les groupes d'analyse de la pratique, dernière hypothèse, les groupes d'analyse de la pratique qui servaient à devenir sujet de sa pratique professionnelle, sont aujourd'hui instrumentalisés par le même management pour faire de la régulation d'équipe, pour calmer les jobards, et puis pour faire des référentiels de compétences, c'est-à-dire pour construire l'autonomie comme un standard et non pas comme un sujet. Hein? Donc on désubjective à ce moment-là le travailleur social, on le standardise, et ces groupes d'analyse de la pratique qui étaient là pour accompagner la subjectivation, en fait, la détruisent. J'ai presque fini mon petit topo. Voilà, donc je suis parti avec la notion de problématisation de l'échec scolaire. Et aujourd'hui, la notion de problématisation, je l'utilise de moins en moins parce qu'elle est difficile, parce qu'elle parle plutôt de structure. Or, l'engagement de soi, la question de la subjectivité dans l'action publique, des choses comme ça, font que la problématisation, qui veut dire comment on fait monter en généralité un problème, un embarras de la pratique, comment on le fait monter en généralité, ça ne suffit plus. Et c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui la notion de souci, notamment de souci du social, pour rendre compte de cet engagement et de ce mouvement de problématisation. Mais avoir le souci, me permet d'articuler deux choses, me permet d'articuler, un, l'engagement de soi et le souci du bien commun, et deux, me permet surtout d'articuler le présent avec le futur et le passé des intervenants. C'est-à-dire que avoir le souci, c'est être préoccupé, être inquiet, donc là, c'est avoir le souci, quand on dit au sens de préoccupation, c'est être préoccupé par le passé actuel, c'est-à-dire c'est bien parce qu'on est affecté par ce qui s'est passé il y a quelques années, ou par des années, je sais pas, il y a du chômage, il y a des banlieues, il y a des problèmes, et on est préoccupé par ces problèmes-là au temps présent, mais on est préoccupé parce que ça s'est déjà passé. Voilà. Et puis, quand on dit j'ai le souci, c'est aussi j'ai le souci que ça aille pas plus mal. Donc on est préoccupé par le futur actuel. C'est-à-dire qu'on est aussi tendu vers le futur. Et c'est ce qui donne cette qualité de la présence au sein des pratiques d'accompagnement. Donc avoir le souci me semble être une bonne façon de dire cette articulation. Donc voilà où dit tranquillement mon itinéraire, qui pense la question du rapport à l'histoire. Il y a des périodes différentes du rapport à l'histoire parce que chaque période a une façon de penser très précisément la tension entre ce qu'il appelle l'espace d'expérience, le passé pour aller vite, et l'horizon d'attente, le futur. Donc entre la grande époque pré-moderne fondée sur la tradition, où c'est la tradition, c'est le passé qui indique l'avenir, la période moderne où on fait tabula rasa du passé et on projette tout sur l'avenir, avec le progrès notamment, hein. Et puis la période, je dirais, actuelle où on a découvert on fait du patrimoine, on est dans une société, une temporalité du risque, et donc du coup le futur est moins ouvert et le passé est retravaillé avec le patrimoine. Donc là, il y a vraiment un auteur qui a été très important. Et ensuite, avec Hartog et ce qu'il raconte sur les régimes d'historicité, la notion de présentisme, moi je vais vraiment m'inspirer de ça. Mais pas seulement. Il y a aussi un auteur qui va beaucoup m'aider, c'est Michel Foucault. C'est-à-dire que je suis un lecteur, dès que j'ai un problème, je vais voir Foucault. Et Foucault, je trouve qu'il y a énormément de niveaux de lecture possibles. Et chez Foucault, il y a à la fois un historiciste et il y a un pragmatiste. L'historiciste, c'est celui qui fait de la généalogie, de l'archéologie du présent. Et puis le pragmatiste, c'est celui qui analyse, comme il dit, avec cette
merveilleuse formule, enfin elle n'est pas de lui, mais je trouve qu'elle décrit vraiment très bien son projet quand il dit « il n'y a rien derrière le rideau, ce qui norme la norme, c'est son action ». Donc ne cherchons pas une main invisible, une superstructure, etc. Mais regardons comment l'action se déploie, et en se déployant, elle nous livre le sens. Et ça, c'est pour moi une excellente définition du pragmatisme. Hein. Ce qui norme la norme, c'est son action. Et puis, chez Foucault, il y a tout le travail qu'il fait sur l'assujettissement dans Surveiller, punir, mais il y a tout le travail qu'il fait sur la subjectivation dans l'herméneutique de soi, dans le souci de soi, etc. Et là encore, on voit très bien comment l'assujettissement est un processus socio-historique et le travail sur soi est un processus réflexif. Donc là aussi, cette articulation qu'on retrouve chez Foucault m'aide à comprendre ça. Donc, mais simplement, je dois dire que je ne suis pas passé de l'un à l'autre, hein, mais j'ai toujours pensé que l'historicisme était une bonne façon de comprendre le monde, cette façon, mais plutôt généalogique, hein, de regarder le présent est une conjonction d'héritage, donc ça c'est important, mais en même temps, en me coltinant avec les arguments et les contre-arguments de gens comme Michel, Perroni ou d'autres au Cresal, et avec les lectures qu'ils amenaient, enfin, on était en tension, on le reste, mais il y a cette tension, mais j'ai pas voulu, je suis pas pour autant, je suis pas devenu un pragmatiste anhistorique, parce que c'est justement la critique que je fais aux ethnométhodologues ou aux pragmatistes qui refusent d'inscrire l'actualité des phénomènes dans une histoire. Je précise, parce que c'est important, il y a un auteur que j'ai oublié de mentionner qui a vraiment énormément d'importance pour moi, c'est Norbert Elias. C'est-à-dire que l'histoire même du rapport à l'histoire, du rapport à soi, a des fondements socio-historiques très très forts. Et moi je ne peux pas les enlever de ma contextualisation. Donc le travail que chacun est amené à faire aujourd'hui en tant qu'individu sur son patrimoine, sur son passé, sur sa biographie, c'est vraiment un travail qui est à décrire d'une manière ethnographique, pragmatique, enfin avec les outils de la pragmatique, on pourrait dire ça comme ça, mais ça n'empêche absolument pas de le contextualiser dans une histoire, dans le cours historique du monde. Donc faire l'histoire du rapport à l'histoire, voilà pour moi un cadre épistémologique important.